Donc bonjour à tous et merci d'être présents à ce webinaire Conduite du changement, transition numérique et managériale, comment faire bouger mon réseau. Donc je suis avec trois experts. Yves Sassy, fondateur du Club de la franchise et ancien fondateur et fondateur aussi de l'Observatoire de la franchise. Jean-Pierre Bagné, COO de Speedy, et Laurent Dubernay, président de Synergie et aussi membre du collège des experts de la Fédération française de la franchise. Ouais, c'est Donc, long, Fédération française de la franchise. ouais, ça, Je je suis commence à d'accord. je suis un petit peu essoufflé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer des règles qui sont très très simples. Donc, aujourd'hui, c'est un débat. Donc, on va parler entre experts de ce sujet-là. Pour intervenir, vous voyez qu'en bas à droite de votre écran, vous avez la partie chat. Je serai votre porte-parole. Dès qu'il y a des questions qui arrivent, je me permettrai d'intervenir pour les poser. N'hésitez pas à le faire car c'est un débat qui est vivant. On est là pour discuter, pour apprendre et aussi échanger nos expériences. Et sur ces paroles, je vais donner la main à Yves. Bien, bonjour à tous et merci d'être aussi fidèles à nos webinaires. Je suis ravi de vous accueillir et puis d'accueillir aussi, enfin d'avoir avec nous Jean-Pierre Barnier, le patron de Speedy Franchise, qui est à la tête du réseau depuis pas très très longtemps maintenant, mais qui est plein de projets, qui a déjà fait pas mal de choses dans son réseau. Et puis évidemment Laurent Dubernay qui est avec nous et qui a une vision très très large de ce qu'est le monde de la franchise, du commerce, du retail, qui rencontre énormément de réseaux. Et on va parler évidemment de digitalisation. Les habitudes du club savent qu'on est des passionnés du digital. Et ce que je voulais demander, et ça va être le démarrage de ce débat, mais ce que je voulais demander à Jean-Pierre, juste après nos présentations, mais c'était de savoir comment il avait réussi, comment il organisait le digital, surtout avec ses équipes. Voilà. J'en ai terminé. Peut-être Laurent, si tu veux te présenter. Non, on va laisser Jean-Pierre. On va laisser à notre hôte d'honneur le soin de se présenter lui-même. C'était pour le faire démarrer, mais tu as raison. Ok, merci Laurent, merci de m'avoir invité à venir échanger sur la transformation, le digital et comment on fait bouger les lignes au sein d'une entreprise. Alors, j'ai pas la prétention de tout savoir, mais je vais essayer quand même de faire part de l'expérience qu'on a actuellement avec Speedy depuis déjà quelques mois. Donc, présentation rapide, hein, Jean-Pierre Barnier, j'ai rejoint Speedy en 2018. Speedy, comme vous le savez tous, c'est une filiale aujourd'hui du numéro 1 mondial du pneumatique, Bridgestone. C'est une filiale active et dynamique. Aujourd'hui, on a 500 centres en France, 70 en étant sur quelques territoires à l'étranger. Mais on a une particularité, c'est que nous sommes une franchise, mais on est aussi un réseau de succursales avec un équilibre entre les centres intégrés et les centres franchisés, qui pour nous est un élément aussi important de notre fonctionnement. Et puis bon, bien sûr, vous connaissez tous, j'espère, en tout cas Speedy, ne serait-ce que par son slogan qui est en tête depuis des années. Et puis on est fiers aussi de dire qu'on est aussi, pour nous, le client est au cœur de nos préoccupations et on a 7 ans d'années consécutives gagné l'award du service client de l'année. Voilà un petit peu Speedy, ce que c'est aujourd'hui. Et bonjour à tous, donc Laurent Dubernay, je dirige, en dehors de mes activités, en tout cas d'expert, la société qui s'appelle Synergie, et Synergie, le métier, et c'est pour ça qu'aujourd'hui le sujet me passionne particulièrement. Notre métier, c'est d'accompagner les réseaux de franchise et succursalistes, les deux, dans le développement de leur réseau. Le commerce physique est devenu un tout petit peu challenging. Il y a beaucoup de choses qui bougent et ce qui est important, c'est de mettre tous les atouts de son côté pour pouvoir bien à la fois développer son réseau, c'est-à-dire trouver les bons emplacements et une fois trouvé les emplacements, les bons franchiseurs pour les exploiter, jusqu'à l'ouverture, donc transformation du centre auto, si on parle de centre auto, jusqu'à son ouverture.
Donc, il y a un véritable enjeu, en tout cas, de développement des réseaux. Et une fois que les points de vente sont ouverts, les centres auto, de pouvoir les exploiter au quotidien, aussi bien sur les points de vue techniques, la maintenance et l'énergie qu'on y consomme, mais également sous tous les aspects opérationnels, c'est-à-dire s'assurer que le service client est au top, comme le fait Speedy, que la rentabilité, le mix produit, la marge est bien optimisée pour chacun des centres. Et ensuite, côté financier, d'optimiser, d'avoir une vision en termes de business plan, de budget, de ce que l'on veut accomplir, et d'avoir un suivi financier pour pouvoir exploiter et pouvoir suivre la rentabilité de ces points de vente. Et le dernier volet à gauche que vous avez, la fonction d'achat, qui est dans tout groupement, et Speedy en fait partie, on en parlait il y a quelques minutes avec Yves Sassier et Jean-Pierre. Il y a des problématiques d'approvisionnement, d'achat, et donc d'aider également les groupements à acheter et à bien gérer tout ce qui est remise. Et lorsqu'ils sont centrales d'achat, ce qui est le cas de certains, de gérer le risque client via le credit management. Donc, nous sommes confrontés avec Synergie à ce marché au travers de nos clients, qui sont au nombre de 300 enseignes aujourd'hui, ce qui représente un peu plus de 60 000 points de vente répartis dans 120 pays. Donc, notre métier, c'est d'accompagner cette transition numérique et d'offrir des outils performants qui vont permettre, en tout cas, de gérer au quotidien ces points de vente, ces réseaux pour leur développement et s'assurer, en tout cas, qu'ils vivent et qu'ils se développent et prospèrent. Voilà l'introduction en quelques minutes. Très bien. Merci Laurent. C'est intéressant, enfin, c'est même passionnant de pouvoir discuter avec toi et avec Jean-Pierre sur ces sujets-là parce que vous avez l'expérience, vous avez évidemment le terrain avec vous pour parler de tout ça. Et le digital, alors moi j'aime bien faire cette introduction. Le digital, évidemment, et on a fini par le comprendre depuis cette année, mais n'est pas l'ennemi du retail. Et l'ennemi commun, en fait, c'est le non-respect des salariés, des équipes, etc. Quand on ne leur explique pas comment ça marche, quand on ne les motive pas, quand on ne les met pas au cœur du système. On ne peut pas changer le monde sans dire aux gens comment on va faire et comment eux vont y participer. Voilà. C'est un petit peu pour lancer le débat. Alors, Jean-Pierre, tu as pratiquement lancé le digital, enfin ça avait déjà commencé, mais comment on s'y prend dans une grande entreprise comme la tienne pour mettre en place des nouveaux systèmes qui vont modifier les méthodes de travail? Et puis la relation client, mais on en parlera après. Et on en parlera après, effectivement, Yves. Alors, comment on s'y prend? On s'y prend en travaillant. Si on veut transformer, la première chose à transformer, ce sont les hommes. Et c'est quelque part ce qui est à la fois le plus difficile, mais aussi le plus challengeant et aussi le plus intéressant à faire. Alors le digital pour une entreprise comme Speedy, on y était déjà, mais on va dire qu'on avait le digital vu du client, donc on avait nos outils digitaux et pour le client, Speedy est une entreprise digitale, mais il se trouve et d'ailleurs c'est souvent le cas, mais il se trouve que le fonctionnement lui-même, l'interne de Speedy, que ce soit l'interne de Speedy siège quelque part ou du réseau, on était encore assez traditionnaliste, si l'on peut dire, sur des outils que je ne qualifierais pas du passé, mais en tout cas qui dataient un petit peu, et on avait besoin d'être plus efficace, d'être plus dans la transversalité, plus dans le partage, plus d'informations, bien sûr, plus dans des éléments qui vont nous amener de la productivité. En fait, voilà. Sans t'interrompre, mais pour faire un peu le lien, on est parti d'une époque où on a fait des sites pour les entreprises, où on a habitué nos clients à se connecter, et ils sont habitués tout seuls, mais en fait c'était un peu le principe, on a habitué les gens à se connecter, à prendre des renseignements, à voir si c'était ouvert, fermé, est-ce qu'on livrait ou pas. C'était la première partie du digital. C'était un petit peu le stade où vous étiez quand tu es arrivé dans l'entreprise. Oui, c'est exactement ça. Et donc la phase qui a été la mienne, en tout cas celle qu'on a portée avec l'ensemble des membres du COMEX depuis maintenant un an et demi, 2 ans, c'est de passer à une phase où on va digitaliser ou du moins rendre plus efficaces les fonctionnements internes de l'entreprise grâce à des outils, grâce à une plateforme, grâce à des outils collaboratifs
Et là, selon moi, la meilleure façon de rentrer dans le sujet, déjà, il faut fédérer les hommes autour de ce projet. Et au-delà de les fédérer, il faut donner du sens. Et donner du sens, ça veut dire pour moi leur expliquer que le digital n'est pas contre eux, mais c'est avec eux, c'est pour qu'ils travaillent mieux, c'est pour que les informations soient plus facilement partagées. Je vous donne un exemple très clair. Quand une personne qui s'occupe de l'administration des contrats franchises gère son référentiel de son côté et est dérangée quasiment toutes les 10 minutes parce que ça soit la formation, le marketing, la compta a besoin d'informations sur ce même référentiel. Le simple fait d'avoir un outil de partage et de distribution de l'information lui fait gagner énormément de temps. Voilà. Alors là, si je peux me permettre, mais on va voir ça peut-être avec Laurent, mais on est à un stade où dans l'entreprise, il y a le digital en général et puis il y a des secteurs. Il y a la relation humaine, il y a l'achat, la fourniture de produits, de marchandises. Il y a le service dans le magasin, chez Speedy, etc. Et tout doit être digitalisé de façon cohérente pour l'ensemble, mais également différente. Comment on gère les équipes dans ces cas-là? Comment on leur explique? Comment on commence à leur parler de digital, Laurent? Bon, pour moi, il y a un point qui est essentiel dans le digital et il faut pas se méprendre. C'est pas juste de pixeliser des informations, les mettre sur l'informatique et dire je suis passé en digital. J'ai une grande base data et puis hop, je roule. Ce qui me semble vraiment important, en tout cas, c'est que c'est une transformation à la fois culturelle et politique et qui impacte directement l'organisation et le management. Donc, ça a un impact sur le type de management et sur l'organisation. On est face souvent à des organisations un peu plus plates, moins hiérarchisées, pour permettre des échanges et pour pouvoir travailler de façon transversale avec les différents métiers. Jusqu'à présent, un des freins que je vois au développement de beaucoup de réseaux, c'est que chaque métier, le métier de la finance, le métier du juridique dont parlait Jean-Pierre il y a quelques minutes, ou les achats, sont chacun un petit peu dans leur sillon et ne partagent pas de l'information difficilement. Et le fait de numériser modifie vraiment les rapports et la façon de collaborer entre eux. Et je pense que ça, c'est un point qui me semble vraiment essentiel, en tout cas, pour des projets réussis de digitalisation. Et comment on fait? On fait une grande assemblée, on réunit tout le monde et on leur présente le projet. Il y a je te sens, Pierre. Oui, je dirais, alors je vais prendre une image, mais je dirais on a commencé par essayer de casser les murs de Berlin, voir les murailles de Chine qu'il pouvait y avoir entre les différents services. Ne serait-ce que, allez, c'est un grand mot, mais c'est un peu de l'évangélisation, mais c'est de faire comprendre qu'on sera beaucoup plus efficace à travailler ensemble plutôt que chacun dans son bureau. Et dans un premier temps, on va chercher de la valeur, on va chercher des ambassadeurs. On va avoir par métier, la notion de métier extrêmement importante. Le métier porte une fonction et porte une valeur ajoutée. Donc par métier, on a défini un ambassadeur sur le sujet qui était à la fois celui qui devait au sein de son métier porter la bonne parole quelque part et en même temps remonter les besoins du métier pour que l'ensemble soit cohérent. Parce que quelque part, dans une plateforme digitale, et j'arrête là, ce qui est important, c'est qu'elle soit adaptée aux besoins. C'est ça. Alors, justement, c'est ça qui est important, c'est comment on définit les priorités. Je veux digitaliser mon entreprise. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça passe par plein de métiers dans l'entreprise. Comment je fixe mes priorités et petit à petit, comment j'avance? Il y a un problème de budget, il y a un problème aussi d'urgence commerciale. Alors, en ce qui nous concerne, et je ne parlerai que pour Speedy, on a d'abord pensé à nos clients et à nos clients réseau, donc à nos franchisés. En étape numéro 1, c'est j'amène de la valeur et des outils à mes franchisés, à mon réseau, pour qu'il soit lui-même plus efficace. Alors, pour traduire, c'est quoi la valeur dans ces cas-là?
La valeur, elle est sur des outils, des outils de reporting, sur des outils de partage d'informations, sur des outils de monitoring qui permettent d'avoir, au lieu de recevoir 25 mails par jour avec des résultats plus ou moins mâchés de tout le monde, avoir un tableau de bord d'activité disponible dans l'ensemble des points de vente le matin à 8 heures, c'est un élément qui est extrêmement important. Pouvoir ensuite travailler sur ce que les Anglais diraient le give and take quelque part, mais en tout cas le respect du manuel opératoire, le respect de la charte, le respect des standards qui sont extrêmement importants quand on est en franchise, et donc d'avoir les outils permettant de le faire de façon souple et efficace, ça fait partie des éléments sur lesquels c'est le côté visible de l'iceberg vu du réseau. Ce que je compléterais par rapport à ceci, Jean-Pierre, c'est que pour la courbe d'adoption des nouvelles technologies, on retrouve une courbe de Gauss. Elle fonctionne vraiment pas mal. C'est-à-dire que dans tout projet, il y a 20% de personnes qui sont plutôt des innovants, qui aiment les nouvelles technologies et qui vont jouer le jeu. Et en fait, vraiment, l'objet de tout ceci, c'est que les 70% qui sont un peu neutres soient tirés par les 20%. Donc, bien les identifier, c'est un sujet qui est très important. Travailler avec eux et d'en faire vraiment un modèle et les faire parler derrière. Oui, voilà. C'est beaucoup plus facile, en tout cas, qu'un de leurs pairs échange son expérience plutôt que Jean-Pierre aille leur dire que ça va être vachement bien. Donc, ça a beaucoup plus de portée toujours. Et c'est important, c'est pour ça de s'appuyer sur des relais dans le réseau avec des leaders d'opinion et des gens qui sont plutôt férus de ce genre de technologie. Et puis bien comprendre aussi le métier de chacun. Quelles sont ses ressources, qu'est-ce qu'il va apporter à l'entreprise, dans quel sens il va transférer l'information et comment il va la recevoir lui-même pour pouvoir utiliser ces outils. Et pour convaincre les 70% qui ne sont pas forcément convaincus, parce qu'effectivement, Laurent a tout à fait raison, il y a forcément les 20-25% qui vont nous driver, qui vont nous entraîner et qui vont être des facilitateurs et des ambassadeurs. Il y a aussi les 70% autres. Pour eux, le premier point, c'est leur amener du sens, leur faire comprendre l'intérêt qu'ils auront d'utiliser les différents outils digitaux. Et pour créer du sens, effectivement, c'est pas à moi d'en parler, c'est plutôt aux ambassadeurs. Moi, je joue le rôle de coach là-dessus. Je motive tout le monde. J'essaye que tout se passe bien et surtout d'être aux côtés des ambassadeurs pour que ça mette du sens à tous les niveaux. Il faut les accompagner pendant tout le temps de la mise en place. On fait souvent des pilotes, en tout cas, excuse-moi Jean-Pierre, on fait souvent des pilotes avec ce groupe d'utilisateurs pour s'assurer que ça fonctionne bien, d'avoir des retours pour pas se brûler les ailes. D'accord, c'est important, on expérimente. C'est plus facile d'expérimenter avec un groupe un petit peu plus petit qui va être ensuite moteur. Donc, pour répondre à ta question, oui, on va commencer par ces personnes-là et les suivre de près pour s'assurer en tout cas que les problématiques qu'on aurait pu oublier sont bien adressées et pour corriger le tir éventuellement. Et puis, ça donne un modèle pour le reste. Et ça donne un modèle pour le reste. Et ce qui est important dans ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, c'est que c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, franchiseurs-franchisés ne font qu'une seule équipe au final, et que ce soit l'équipe gagnante. Et quand je parle de donnant-donnant, c'est-à-dire que je vais te donner de l'information nouvelle que tu n'avais pas jusqu'à présent. Tu vas te permettre de te benchmarker, comprendre en tout cas tes zones où tu peux t'améliorer, ce que font les autres mieux que toi pour que tu puisses progresser. Et en échange, tu vas me donner un petit peu plus d'informations qui va permettre derrière que je te redonne d'autres informations complémentaires en échange. Et ce cercle vertueux est très important. En tout cas, il faut commencer à mettre le petit doigt dedans. Et à partir de là, une fois qu'il est amorcé, on est c'est un petit peu plus confortable et la conduite du changement se passe relativement bien. Où est-ce qu'on rencontre des difficultés? Quels sont les écueils? Il n'y en a pas. Il peut y en avoir beaucoup. Je dirais la principale force, on l'a vu, on en a parlé, ce sont les hommes. La principale faiblesse, c'est les hommes. Voilà. C'est le bienfait d'un système humain, effectivement. Et là, on va retrouver, et on l'est tous, notre résistance naturelle à tout changement, le côté obscur de la force qui vient à chaque fois rappeler c'était mieux avant, mais pourquoi je ferais ça, etc. Et ça, on vous écrire un bouquin là-dessus. Mais il faut savoir résister là-dessus et surtout se dire que
gérer des opportunités. En tout cas, c'est ce qui nous est arrivé dans la mise en... Alors, déjà, on ne lance pas une digitalisation complète de l'entreprise du jour au lendemain. Il y a un chemin à prendre et on ne fait pas tout en même temps. Et même quand on a choisi de mettre en place différents modules ou différentes actions ou de digitaliser certaines fonctions, métiers de l'entreprise, à un moment, on peut s'apercevoir qu'il y a un métier qui n'avait pas forcément été identifié comme étant le leader sur le sujet au départ, mais qui d'un seul coup se retrouve en position de leader. Tout simplement parce qu'il a accroché, il a pris. Eh bien, il ne faut pas hésiter à changer un petit peu son fusil d'épaule, à être agile. La méthode agile, on ne va pas se l'expliquer aujourd'hui, ce n'est pas le lieu. Mais en tout cas, c'est de se dire, OK, j'ai quelque chose qui peut aller plus vite. Je ne vais surtout pas le ralentir. Je vais l'utiliser comme ambassadeur pour entraîner les autres et pour démontrer aux autres que ça fonctionne et enlever, gommer cette résistance au changement. Les gens sont séduits par les résultats. Ils comprennent rapidement quel a été l'intérêt de la mise en place. On voit que les équipes se sont motivées. Je dirais que c'est pas rapide, ces genres de choses. La conduite du changement, c'est pas quelque chose de rapide. On est dans un pays en plus où je pense qu'on n'est pas les meilleurs dans le changement. Le français, par nature, a été un peu plus résistant que je pense. J'ai travaillé dans des pays anglo-saxons qui sont un petit peu plus ouverts que nous. Par contre, une fois que y a l'adoption, la phase 1 est adoptée, on va parfois plus vite que les autres. Ça, c'est mon expérience en tout cas par rapport au réseau européen que j'ai pu voir. Justement, dans l'ensemble des réseaux que tu as rencontrés, avec lesquels tu as parlé de tout ça, quelles sont les réactions évidemment des dirigeants, on imagine qu'ils sont assez demandeurs, mais à l'intérieur des réseaux, comment ça se passe? Est-ce que les franchisés sont partants? Alors quels sont leurs freins à eux? Les dirigeants, c'est pas toujours aussi évident que ça, parce qu'en fait, de travailler que les différentes équipes travaillent ensemble, c'est-à-dire que on parlait, par exemple, le technique, la finance et les opérations bossent ensemble, pas toujours. Parfois, certains préfèrent rester dans leur précaré. Il y a des baronnies et ils préfèrent, en tout cas, se protéger en gardant un petit peu leur précaré. Donc, c'est pas toujours évident. Oui, parce qu'ils concentrent l'information, c'est ça? Ils concentrent l'information, ça les protège et ils sont un peu plus libres également. Donc, on rencontre beaucoup cette problématique où chacun peut défendre un peu son précaré et préfère avoir un outil un peu indépendant pour être plus autonome également. Donc, il y a un travail de la direction générale qui est extrêmement important, ou du COMEX qui porte le projet. Parce que naturellement, chacun a tendance à rester plutôt dans son domaine. Pourtant, aujourd'hui, les entreprises, depuis un an, presque un an et demi, les entreprises ont compris que le digital était un levier. Ça n'a pas motivé la demande des entrepreneurs pour changer un peu leur propre monde? Bien sûr, mais tu as deux approches possibles. Une approche qui est plutôt inclusive, qui va en fait être plus globale, ce dont je parlais tout à l'heure, ou une approche qui est plutôt par département. D'accord? Et c'est ça qui va être important. Dès lors que tu es avec une direction générale qui a une vision à 360 degrés de son réseau et de s'assurer qu'en tout cas que les différents départements bossent ensemble, que le service juridique ne passe pas son temps à répondre à des questions d'un autre département et faciliter tous ces échanges pour que les bonnes décisions soient prises le plus rapidement possible, ça doit être impulsé vraiment par la direction générale. Et si ce n'est pas le cas, ça complexifie beaucoup nos projets. Et une grande question que se posent tous les franchiseurs, quand l'ensemble du réseau est d'accord pour lancer une digitalisation dans tel ou tel domaine, peu importe, quand il y a quelques-uns des franchisés qui font de la résistance, comment on fait? On ne peut pas imposer, mais comment on fait un peu pour les convaincre ou pour ne pas les garder? Pour les convaincre, je dirais, on a les mêmes méthodes qu'avec nos propres équipes. Déjà, il faut donner de la valeur, expliquer. Je pense qu'il y a un élément de formation et de mise en main qui est extrêmement important. À partir du moment où on peut démontrer que l'on met de la valeur dans l'outil, que ce n'est pas simplement un outil, mais c'est aussi quelque chose qui va permettre d'être plus performant, je dirais la moitié de la vente, elle est faite. Après, on est dans un métier, en tout cas service automobile, qui sont résistants au changement parce qu'assez traditionnalistes. Plus on est dans la technique, généralement, c'est ce que j'ai observé, plus on est dans la résistance au changement.
Et en plus, plus on est français, plus on est résistant. Parce que moi qui ai eu la chance de faire pas loin de 80 pays différents, et effectivement, les anglo-saxons, les sud-américains et les asiatiques vont beaucoup plus vite que nous. Et effectivement, par contre, chez nous, une fois qu'on a pris le pas, on avance plutôt pas mal et on est assez innovant. Donc, faut garder nos forces, les utiliser, et puis à la fin, il ne faut pas obliger quelqu'un à vouloir changer s'il ne le veut pas. Moi, j'ai pas de débat. Un réseau de franchise, c'est un réseau d'indépendants, mais qui adhère à un manuel opératoire et à un savoir-faire. Si le savoir-faire évolue et qu'il ne souhaite pas évoluer dans ce savoir-faire, il y a certainement d'autres enseignes pour eux qui leur seront beaucoup plus profitables. Il y a différentes cultures de conduite du changement. J'ai des groupements avec lesquels on travaille, pour lesquels en fait c'est pas négociable. Clairement, si le franchisé ne veut pas suivre des règles, faire un reporting tous les mois, faire un budget, c'est une clause qui va pouvoir provoquer jusqu'à la rupture du contrat. Donc il y a des franchiseurs qui vont jusque là, il y a d'autres franchiseurs qui sont plus dans on met des outils et chacun fait ce qu'il veut. Donc il y a différentes cultures là-dessus. Ça dépend un petit peu de ce que l'on veut mener. Il faut trouver, à mon avis, le juste milieu. Et le juste milieu, c'est savoir convaincre, emmener tout le monde avec soi. Là, j'ai un groupement dans le bricolage avec lesquels on a travaillé, qu'on fait plutôt en mode dont je parlais tout à l'heure, trouver les 20% et bien les identifier, travailler avec eux. Et ça a duré une petite année. Et l'année 2, on a emporté 60% du réseau, 70%. Donc toute cette conduite s'est faite sur 3-4 ans. Ah oui, c'est ça. Oui, d'accord, donc ça c'est la première. Voilà, c'est long, c'est pas un temps court à la transformation, c'est un temps relativement au moyen terme, et il faut embarquer, c'est exactement ce que tu dis, Laurent, il faut embarquer le maximum de nos franchisés et de nous intégrer aussi, parce qu'on retrouve les mêmes résistances pour certains dans nos succursales. Là-dessus, nous, on a fait le choix de les intégrer dedans. Et puis surtout, moi, je dis souvent qu'un franchisé heureux, c'est un franchisé rentable. Pour être rentable, il faut avoir les outils pour mesurer la rentabilité. Donc, du coup, on a mis en pointe tous les outils qui allaient lui mettre les éléments pour être plus rentable. En se disant, si on t'amène des outils pour être plus rentable, entre guillemets, normalement, on devrait pouvoir t'entraîner avec nous, puisque c'est ton intérêt, mais c'est aussi le nôtre. Voilà. C'est amusant parce que quand on parle à un réseau de franchise, et je pense beaucoup à la restauration parce que ça a été, enfin, il y a eu des sujets, des débats assez importants ces derniers mois. Quand on demande à un franchisé quel est son objectif en matière de digitalisation, il va immédiatement parler de vente à distance, livraison, etc. Quand on parle à un chef d'entreprise ou plutôt à un patron de réseau, il dit, moi, ce qui m'intéresse, la première étape, c'est la remontée d'informations. Comment on fait pour équilibrer les deux? Qu'est-ce qui est le plus important, en fait, quand on lance une digitalisation d'entreprise? Est-ce que c'est la remontée d'informations ou est-ce que ce sont les outils pratiques? Vas-y, Jean-Pierre. J'aurais tendance à dire les deux. Oui. Les deux. Oui. Les deux, parce que il nous faut des outils digitaux aujourd'hui pour nos clients, parce que le marché est comme ça et il évolue très très vite, notamment en plus dans l'automobile. Et forcément derrière, il faut qu'on ait de la data, parce que aujourd'hui on est dans un monde où si la data a énormément de valeur, l'analyse, le data crunching, le big data et tout ce qui va autour nous permet via des intelligences artificielles. J'aime pas ce terme-là parce qu'il n'y a rien d'intelligent dans l'artificiel, ce sont les algorithmes. C'est une mauvaise traduction de l'anglais, mais bon, ça c'est encore c'est notre débat. On en a besoin. On a besoin des deux. On a besoin d'un certain équilibre entre les deux. Et forcément, un chef d'entreprise va avoir besoin de mesurer pour pouvoir faire porter pour pouvoir influencer. Parce que si on ne mesure pas, on n'influence pas. Et c'est pareil vis-à-vis de nos clients. On a besoin de leur apporter des outils pour qu'ils puissent se retrouver dans notre marque. Ça me paraît évident. Dans l'économie numérique, on parle souvent d'entreprises étendues. Comment, au niveau de Speedy, vous appuyez sur l'écosystème pour permettre le développement de l'entreprise?
Effectivement, l'entreprise étendue, c'est prendre Speedy et aller jusqu'à y associer l'ensemble de nos franchisés. On a une chance. On a une chance, c'est que Speedy était une entreprise qui était, dans son réseau, assez ambiance familiale. Et cette proximité qu'on a avec notre réseau nous permet aussi de faire passer des messages. Et quand on leur apporte des outils, c'est des outils qui puissent... Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'ils puissent se benchmarker entre eux, quelque part. Nous avec eux et eux avec nous, de façon à ce qu'on leur amène du sens et de la valeur. C'est-à-dire que le franchisé de Meaux, celui de Marseille, peut se comparer par rapport à sa région, mais par rapport à la France, par rapport à ses voisins, et ça en permanence. Ça, ne serait-ce que ça amène du sens. Parce que le fait de pouvoir dire, ben voilà, moi, dans ma région, les 20 meilleurs sur tel item, c'est un tel, à la rigueur, pourquoi je n'irais pas passer un petit coup de fil où j'appellerai mon directeur régional pour essayer d'échanger avec lui et comprendre pourquoi il a mieux réussi que moi dans ce domaine-là. Ça sont des outils, si on n'a pas la data, si on n'a pas les plateformes, si on n'a pas les outils collaboratifs, on ne sait pas le faire. Ça se heurte peut-être de temps en temps au manque d'envie de la part d'un petit patron de point de vente de filer ses chiffres aux membres du réseau, puis à la tête de réseau aussi, parce que évidemment on va le critiquer, évidemment on va comparer, etc. Il est content de recevoir les autres. Je critique rien, mais c'est une analyse qu'on peut faire quand même assez fréquemment. On arrive à les convaincre de donner leurs chiffres. Ce que je disais tout à l'heure, c'est du donnant-donnant, en fait. Il faut leur créer de la valeur. Ça, c'est l'esprit franchise. Celui qui a été recruté avec cet esprit franchise, il va accepter. Après, les anciens des entreprises sont souvent plus difficiles à convaincre. Mais je pense pour ça aussi, je ne sais pas s'il y a pas mal de renouvellement, mais je pense que le profil des nouveaux franchisés évolue fortement, en tout cas. Nous, on le ressent. Au club, on ressent cette rénovation, disons, du candidat à la franchise, qui est beaucoup moins un créateur d'entreprise tel qu'il était il y a 20 ans, qui voulait être créateur d'entreprise, mais quand même appuyer sur un réseau et puis imposer un petit peu la couleur de son enseigne. Aujourd'hui, le nouveau franchisé s'implante bien dans le réseau et a compris les besoins d'être fidèle aux normes dictées par le franchiseur. Je pense qu'il y a une évolution assez nette. Il y a une évolution des mentalités et des pratiques dans ce domaine-là, je suis tout à fait d'accord. Et on le voit chez nous, hein, nos nouveaux franchisés, nos nouveaux entrants, parce qu'il y a un réseau Savvy, hein, ils ont beaucoup moins de questionnements par rapport la force de l'enseigne fait aussi cette différence-là. Hein. Et moi, j'ai envie de dire, suivez-nous. Et justement, ils sont qui? Ils viennent d'où, ces nouveaux franchisés? Alors, de différents horizons. À aujourd'hui, on est en train de... Justement, on avait, je pense, jusqu'à il y a quelques années, un recrutement assez monolithique, quelque part. Et on a voulu le diversifier parce que la richesse d'un réseau, c'est aussi la richesse de ses profils. Donc, quand on parle d'automobile, on avait un réseau avec souvent des garagistes, et je suis garagiste moi aussi, donc assez traditionnel. Et puis aujourd'hui, on fait rentrer aussi bien des groupes automobiles, on fait rentrer en partenariat avec eux, on pousse le multisite et la multifranchise avec des investisseurs qui ont eux-mêmes des activités connexes aux services automobiles, location de voitures, véhicules d'occasion, etc., etc. On fait la promotion aussi de nos propres chez nos propres salariés, ça aussi c'est important pour nous. On a chez Speedy un parcours quelque part interne qui permet qu'un mécanicien qui a démarré sa formation CQP dans notre centre de formation, qui est ensuite passé adjoint, puis chef de centre, puis pourquoi pas inspecteur ou animateur, directeur régional ou autre, puisse devenir franchisé et membre du réseau en tant qu'entrepreneur indépendant. Pour nous, c'est un peu le parcours que l'on propose. Donc, j'aime bien, c'est pas que moi, c'est l'ensemble des dirigeants de Speedy, et ce cap-là, il est vraiment parti, on veut un réseau qui soit homogène vu du client, que chaque Speedy ressemble à Speedy
et fasse sens vu du client. Par contre, prenez en interne de ce réseau-là la diversité qui en fait sa richesse. Et j'imagine que ces nouveaux candidats à la franchise sont des adeptes du digital déjà avant d'arriver. C'est certain. Alors ça, généralement oui, plus on va dire. Malgré tout, il faut aussi ne pas oublier qu'on est dans un métier assez technique et contrairement à ce qu'on pourrait penser, un métier technique n'est pas très ouvert au changement et au digital. Oui, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là, Jean-Pierre. C'est contradictoire. Le monde de l'automobile et notamment des services annexes, c'est-à-dire la réparation, l'entretien, etc., est en train d'évoluer. On en parlait il y a quelque temps, ça évolue à vitesse grand V, notamment en raison de l'électrification des autos et donc des modifications des réparations. Oui, et je dirais la crise que nous vivons, dont j'espère on en vit la fin, est un accélérateur énorme sur l'évolution de l'automobile. Quand je regardais les derniers chiffres, on a entre 2019 et ce début de l'année 2021 plus de 100% dans les ventes de véhicules électriques, plus 150% dans les ventes de véhicules hybrides. On est aujourd'hui à quasiment 25%, 30% des véhicules qui sont vendus aujourd'hui avec électrifiés, soit totalement, soit hybrides. Donc effectivement, tout ça crée, cette évolution-là, elle crée deux choses. Elle crée une crainte dans les réseaux traditionnels. Qu'est-ce que je vais faire demain? Parce que les vidanges avec de l'huile, j'en aurai moins. C'est évident. Et par contre, pour nous, on ne voit pas ça comme une crainte. C'est au contraire, c'est une chance extraordinaire. C'est une ouverture vers de nouveaux services. Vers de nouveaux services, vers une nouvelle gestion de la mobilité, vers une mobilité plus souple, vers plus d'utilisation et moins de possession. Vers une mobilité plus verte aussi, et ça c'est un élément important. Donc la force d'un réseau comme Speedy, et là aussi je dirais la force d'avoir Bridgestone derrière nous permet d'avoir une vision claire. Et cette vision claire, elle est extrêmement rassurante pour nos candidats comme pour nos franchisés. Là, quelque part, j'ai envie de dire, on est dans le match pour 2030, et c'est ça qui est rassurant. Sans faire sans en rajouter, mais Speedy a une marque qui est tellement forte, qui est tellement présente sur le marché national, que vous avez une carte à jouer extraordinaire sur tous ces services-là et cette évolution-là. Tout à fait. Je pense que c'est important. Tout à fait, et d'autant plus que beaucoup de nos centres sont implantés en centre-ville, dans les futures zones de faible émission. On ne veut surtout pas les enlever, bien au contraire. Pour nous, c'est des points extrêmement importants parce qu'il va falloir servir les véhicules électriques, il va falloir servir ces nouvelles mobilités. Et un ADN chez nous, c'est la proximité. La proximité, elle se fait dans ces zones-là. Certes, les services vont évoluer, mais l'enseigne sera présente et bien présente. Justement, Laurentot, qui voit depuis des années, qui rencontre beaucoup d'enseignes, quand il y a une évolution de marché telle que connaît l'automobile, je pense à un autre marché qui, par exemple, on peut parler d'autre chose, mais la chaussure, on est passé de la chaussure en cuir traditionnelle à la basket tous azimuts. Les enseignes beaucoup d'enseignes ont disparu quand elles étaient monolithiques sur le cuir. D'autres ont très très bien évolué en devenant des marques assez, alors je ne vais pas citer de marques, mais des marques assez connues dans le monde de la basket. Comment on arrive à faire évoluer une entreprise quand il y a une telle évolution de son marché? Parce que je vois, ça peut être le bio, ça peut être. Ouais, et c'est le syndrome Kodak qui est toujours le danger en fait. Quand on est leader sur un marché avec des parts de marché importantes sur le cuir ou sur autre chose, et que demain on dit, c'est le cas pour moi de l'automobile, hein, avec la révolution qui se passe entre l'hybridation, l'électrification, l'autopartage, où il y a plein d'autres choses qui sont en train de bouger. Ça crée des incertitudes, c'est évident. Et le pire qu'on puisse faire, c'est rester campé sur sa position en disant je suis leader et je ne bouge pas. Et toutes les entreprises, t'en parlais tout à l'heure, il y en a pas mal qui ont disparu parce qu'en fait, en étant leader et ne bougeant pas, on disparaît, ça c'est sûr. Donc la conduite du changement, c'est par d'abord rassurer
rassurer. Je pense que Jean-Pierre le fait parce que je pense que certains de ses franchisés sont inquiets de leur devenir, en se disant il y a 3 fois moins de pièces sur une voiture électrique et donc qu'est-ce que je vais faire demain? Donc et c'est trouver ces nouveaux services, c'est s'adapter, c'est bouger, c'est être agile comme le disait tout à l'heure Jean-Pierre. Et c'est la seule chose. Et il y a rien de pire que d'être leader parce qu'on a tendance à rester sur sa position et bouger un peu trop tard. Ah oui, c'est ça. Mais pourtant, on voit dans tous ces marchés-là que certains leaders ont réussi à évoluer et à rester leaders alors que leur marché a totalement changé. Il y a des restructurations de marché. Je pensais aux cigarettes électroniques également, mais ça a été vrai pour le bronzage, ça a été vrai pour le bonbon. Pendant des années, enfin chaque année d'ailleurs, il y a de nouveaux produits, de nouvelles évolutions, et puis ce sont les leaders qui restent. Mais ceux qui ont évolué, qui ont su évoluer. Ce qu'on voit sur ces marchés-là, en fait, les marchés sont de plus en plus volatiles. Tous ceux dont tu parlais, et les concepts de magasins, tu regardes dans la mode, tout ça, maintenant, quand ça dure 5 ans, 6 ans, ça va guère plus. Donc, faut savoir se renouveler en permanence. Et je pense que ça fait partie en tout cas, de l'ADN maintenant d'un groupement, c'est de se remettre en cause très régulièrement pour pouvoir faire évoluer ses concepts, ses idées, ses services, et tout ceci contribue en tout cas au rôle d'un franchiseur et ce qu'attendent les franchisés derrière. Il y a l'évolution des services, des produits, des mentalités. L'ensemble fait que le commerce aujourd'hui a une nécessité absolue d'être mobile. Et l'agilité passe par le numérique souvent, parce que c'est ce qui permet de s'adapter beaucoup plus rapidement, en tout cas, qui va permettre en tout cas de comprendre les mutations du marché, la façon dont les gens consomment, quand on regarde les analyses, l'âge des véhicules et ce qui se passe derrière, le fait d'avoir de la data, et on parlait tout à l'heure du big data, c'est ce qui va permettre en tout cas d'appuyer les bonnes décisions et de bouger. Et ensuite la relation, ce dont on parlait, la relation homme-homme. Ce qui est important, c'est la proximité avec son réseau et avec ses franchisés, qui va permettre en tout cas derrière de faciliter le changement. Parce que le changement, il doit aller vite et fédérer, ce que tu disais. Je vais dire une banalité, mais il faut connaître son client. Il faut connaître son client, mais aujourd'hui, avec comment il évolue. Avec les outils qu'on a aujourd'hui et la fidélisation, je ne sais pas quelle est la part des clients fidélisés chez Speedy aujourd'hui, que vous connaissez bien. Alors aujourd'hui, on connaît quasiment, enfin 50%, 60% de nos clients qui sont fidèles. Effectivement, il y a pas mal de rotation dans nos bases de données. Speedy, c'est plus de 3 millions de clients. C'est 1 million de clients par an. Alors dans nos métiers, le client, on le voit une fois dans l'année, 2 fois, une fois et demie. Le client qui va chez Auchan, au Carrefour, il va tous les jours ou presque, si c'est son Carrefour Market. Donc on n'a pas du tout les mêmes relations et la même façon le même contact avec une marque. On a besoin, nous, de très bien le connaître. On a toutes les études qui vont bien. Et je dirais, connaître le client, c'est bien, mais il faut surtout connaître les clients. La force qu'on a, enfin la tendance qu'on a aujourd'hui, c'est que le client, il devient multiforme lui aussi. Il devient multiprofil. Et il faut pouvoir, en face de chacun de ces profils, trouver l'offre qui va bien pour répondre à son besoin. Alors, justement, est-ce que dans des métiers comme Speedy, on connaît son client, mais est-ce qu'on sait ce que le client a besoin quand il pense à vous? Les pneus, bon. La batterie, bon. Je suis en panne, j'arrive pas à démarrer, bon. Mais vous apportez des tonnes, des tas d'autres services. Est-ce qu'on arrive à faire savoir ça à ses clients? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce que c'est important? C'est important. C'est aussi important de dire qu'on est capable de faire bien autre chose que de la batterie et du pneumatique. On fait l'entretien complet du véhicule et tous les services associés. Et on est dans l'innovation de ces nouveaux services et dans la mobilité. Je vais vous donner un exemple. On sait aujourd'hui que nos clients, ils n'ont pas forcément envie de venir prendre rendez-vous ou de téléphoner pour prendre rendez-vous. Donc, ne serait-ce qu'en leur offrant la possibilité de nous téléphoner jusqu'à 21h, ou de prendre rendez-vous sur Internet, on répond à un besoin. À d'autres aspects, le client, il a, pour certains, parce qu'ils ne sont pas monolithiques, nos clients, ils se disent, moi, je vais me garer dans un parking à Aix-en-Provence, je prends un TGV, je monte à Paris, j'en ai pour la journée, je reviens le soir.
Très franchement, plutôt que mon véhicule attende tranquillement sur le parking de Aix-en-Provence, si pendant ce temps-là, on pouvait me laver ma voiture et en plus me changer les pneus parce que je pars le week-end prochain, j'ai gagné du temps. Et c'est toute la panoplie de services qu'on est en train de construire autour de la mobilité, avec des partenaires connus d'ailleurs, et ça fait partie de la gestion de la mobilité de demain. Donc c'est le côté, il faut être attentif aux nouveaux besoins, ou du moins à la nouvelle façon de consommer, et trouver, on sait très bien que si on ne fait rien, on dégrade, on est en régression. On a un marché, je se compare souvent à une pizza. Aujourd'hui, on a quelques pourcents de cette pizza. Elle est en train, ne serait-ce que par l'électrification sur la partie après-vente automobile, de se réduire un tout petit peu, donc c'est pas compliqué. Il faut que l'on puisse amener des services complémentaires pour que cette taille de pizza soit toujours en augmentation. Oui, d'autant que vous avez la taille d'un réseau. Et on a la taille d'un réseau pour pouvoir le faire, et on a les services, et on a créé chez nous au marketing un pôle innovation qui ne fait que ça, avec nos partenaires, avec Bridgestone, la partie recherche et développement. Donc c'est pour nous un élément clé d'aller explorer tous ces nouveaux services. Certains ne marcheront pas, mais c'est pas grave. Certains vont fonctionner bien, très bien. Eh bien, ça fait partie de ce que l'on va offrir à l'ensemble de notre réseau de franchisés en disant développez-vous là-dessus. Nous, on vous amène le savoir-faire. On fait des pilotes, on expérimente, on a nos succursales pour le faire. Ça, c'est un point important. Et si ça marche, on le bascule dans l'ensemble du réseau. D'autant qu'avec les réseaux sociaux, on arrive à identifier les besoins des clients. Donc, on peut faire des clients tests. Laurent, peut-être que je ne vois pas s'il y a des questions. Il n'y a pas de nouvelles questions pour l'instant. Je surveille ça comme le lait sur le feu. Ok, bon. Vous avez peut-être des thèmes ou des sujets Moi, j'avais une question sur la crise sanitaire. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la relation franchiseur-franchisé? Alors, pour nous, alors je réponds pour les autres franchiseurs, je ne permettrai pas de répondre, mais j'ai discuté avec pas mal de têtes de réseau pendant cette crise. On a fait quelques webinars avec la fédération, et ainsi de suite. Donc, chez nous, oui. Chez nous, oui, parce que ça nous a rapprochés. Pour certains. Et ça nous a rapprochés. Pourquoi? Parce que dès le départ, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos franchisés? Comment on peut les aider à passer le cap? Comment on peut les aider notamment pour trouver du sens et trouver la bonne voie dans la multiplicité des aides qu'il y a pu y avoir. Et c'était souvent compliqué, complexe. On connaît notre administration, y compris avec les banques, avec les PGE, avec tous ces éléments-là. Donc, comment fait-on pour les accompagner au mieux pour passer la crise? Voilà. Et ça a été un rôle extrêmement important de la part de mes équipes et de Speedy France. Et là-dessus, on a reçu des lettres de remerciement de franchisés qui nous disaient grâce à vous, j'ai réussi à négocier un PGE plus important que prévu, etc. etc. Et c'est tout à fait le rôle d'un franchiseur. Bien sûr, on a fait des efforts sur nos redevances, etc. etc. Mais ça, je dirais, c'est plus facile. Accompagner nos franchisés pour les mettre dans les bonnes voies pour pouvoir redémarrer le plus vite possible. Et on voit que la reprise est là. Pour nous, ça a été un élément qui nous a rapprochés d'eux, même si on ne s'est pas vu, même si on n'a pas fait notre forum annuel, qui est notre grande messe et qui est extrêmement important parce que retrouver la famille en convivialité, c'est important. Même si on ne s'est pas vu, on s'est quand même rapproché en termes de support à nos réseaux. On a vu à l'issue du premier confinement, en fait, la part du e-commerce, du web a considérablement monté dans beaucoup de business. Est-ce que vous voyez la même chose au niveau du centre auto? Est-ce que le taux de réservation par le web, par exemple, de prise de rendez-vous a augmenté? Quelle est la relation? Qu'est-ce que ça a modifié chez vous? Prise de rendez-vous par le web multipliée par 4. Par 4. D'accord. Mais on était à quelques petits pourcents en dessous de 10. Aujourd'hui, les rendez-vous web deviennent quasi pas la règle encore, mais en tout cas, une des voies majeures dans le trafic de nos centres. Pour rebondir peut-être, Laurent, à ta question sur
la façon dont le marché a changé. On a fait, vous l'avez peut-être vu passer, un trophée des franchisés, enfin des franchiseurs qui ont le mieux accompagné leurs franchisés ces dernières semaines. En regardant tous les dossiers qui nous ont été confiés, on se rend compte en fait que la plupart des franchiseurs, évidemment, ont fait beaucoup de choses. Ils sont restés en contact en permanence avec leurs franchisés et chacun a trouvé des solutions pratiques, techniques, qui permettaient aux gens d'abord de faire face aux problèmes de trésorerie, d'emploi, de livraison quand c'était possible dans la restauration, etc. Et puis, ce que disait, ça va dans le même sens que ce que disait Jean-Pierre, c'est que les franchiseurs n'ont pas fait que du technique, ce qui était bien évidemment, mais ils ont fait aussi de l'accompagnement. Je crois que c'est Classcroute qui a mis en place une cellule psychologique. Il y a eu tout un enrobage pour que le franchisé tienne le coup. Et je pense que ça, c'est quand même, ça montre que la franchise est un levier pour le créateur d'entreprise. Et c'est un message que j'aime bien faire passer parce que ça montre que c'est pas une vieille maison, le monde de la franchise. C'est aussi une maison hyper novatrice, qui se digitalise, qui apporte des services, qui aide les entrepreneurs. Et tous nos webinars, on a beaucoup de monde qui assiste à toutes ces réunions et pas que des franchiseurs. Il y a aussi des gens qui voient dans cet univers-là un moyen de bosser, quoi. Moi, je te dirais, c'est déjà, on a été fiers parce que 2 des 3 lauréats sont de nos clients. Ça, c'est la première chose. Je pas fait exprès, mais je suis ravi. J'ai vu ça aussi un petit peu par hasard l'autre jour. Et ce qui est important pour revenir dessus, c'est que y a vraiment une culture d'accompagnement et d'être dans la même équipe. Et de plus en plus, en fait, moi ce que j'ai vu par le passé dans beaucoup de vieilles maisons plutôt, il y avait vraiment un peu de défiance entre le franchiseur et le franchisé. Je donne pas mes données, et ça on l'a vu pas mal. Et je pense que ce changement qu'on voit aujourd'hui, c'est que tout le monde se rend compte que le monde est de plus en plus complexe, qu'il faut bouger de plus en plus vite. C'est une synthèse un peu de ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter en permanence parce que les données du marché bougent, la clientèle bouge, il y a des ZFE qui arrivent, il y a tout ça, ça change beaucoup de choses. Et que pour gagner, il faut le faire en une équipe. Et l'équipe, c'est l'équipe franchiseur-franchisé. Ils sont dans le même bateau. Et pour que le bateau aille bien, il faut des équipiers, il faut un capitaine ou des capitaines. Mais je pense que ça c'est le plus largement partagé et on progresse beaucoup. Et ça va avec l'industrialisation et la professionnalisation du métier de la franchise. Oui, c'est l'intelligence de groupe. Hein. Oui, tout à fait. Collectivement. Le fait, si on n'a que des franchisés qui sont isolés dans leur coin, bon, on vendra nos chaussures, mais si on fait une intelligence de groupe, on va booster l'entreprise. Exactement. L'intelligence de groupe, ou plutôt l'intelligence du collectif, est forcément supérieure à la somme de l'intelligence des individuels. Oui. C'est mathématique. Oui. Je n'ai pas encore trouvé la formule, mais en tout cas, humainement, c'est mathématique. Oui. On ne la trouvera pas, la formule. Mais c'est ce qui fait la différence avec la data. On arrive à la fin de notre heure donc, de webinaire. Il est 11h56. Est-ce qu'on voudrait ouvrir la porte s'il y a des questions qui souhaitaient être posées par notre auditoire? En tout cas, ce serait avec grand plaisir pour prendre ces réponses. On vous laisse quelques secondes, en tout cas, pour les poser. Pour être sûr, en tout cas, qu'on ait bien adressé, en tout cas, les sujets que vous posez en tant que franchiseur dans la gestion au quotidien de votre réseau. J'en profite en attendant pour remercier Jean-Pierre, en tout cas, pour avoir partagé son expérience et ses idées qui sont très intéressantes toujours. Merci Laurent, c'était un grand plaisir et c'est toujours intéressant de se confronter et de partager avec vous, mais aussi avec les confrères chargés des différents réseaux de franchise. Mais je trouve aussi, Jean-Pierre, que c'est courageux de participer à ce genre de débat parce que tu es tout seul face à nous et souvent les gens hésitent parce que c'est compliqué. Mais merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas de questions. On a été super exhaustif. On a parlé de tout, j'imagine. Donc, c'est fantastique. Donc, on vous remercie en tout cas de votre attention. J'espère qu'en tout cas, ça a été aussi intéressant pour vous que ça l'a été pour nous.
Merci en tout cas Yves. Eh bien, merci Laurent, merci Yves, et merci pour l'organisation, Aymen.